sur le storytelling. Alors, je vais pas arriver en... Je vais être très pragmatique. Je vais vous raconter ce que j'essaye de conseiller aux équipes commerciales de Binext quand elles racontent Binext. Alors, je vais couper ma caméra. Attendez, je vais partager mon écran. Vous allez me dire si ça fonctionne. C'est bon. Ok, d'accord, très bien. Bon, ceci dit, comme c'est beaucoup de texte, écoutez-moi plutôt que lire. Je m'en sers comme aide-mémoire plutôt qu'autre chose. Et on va dérouler. Je vais essayer de parler une demi-heure et s'il y a des questions, ou 40 minutes, et s'il y a des questions, ou s'il y a des choses. Et comme je suis mauvais en estimation, ça va probablement durer plus. Alors, je vous dis, le contexte, c'est... on parle de comment est-ce que j'assiste par-ci par-là à des, à des interventions de nos ingénieurs commerciaux. Et des fois, je suis surpris positivement, et des fois, je suis surpris un peu moins positivement sur la façon dont on raconte Binext. Et on essaie de se dire, tiens, comment ça serait bien de raconter Binext. Donc, j'essaie de prendre les éléments que j'ai, qui me semblent importants sur le storytelling. Bon, c'est un sujet très important, le storytelling, parce que si vous êtes capable de raconter des histoires et si vous êtes capable d'utiliser des métaphores, vous possédez vraiment un outil assez magique de communication et de mémorisation. Euh, Il y a pas mal de choses que je vais reprendre aujourd'hui qui viennent d'un vieil atelier que j'ai fait avec Oana Junku, si vous voulez, Juncu, en 2013. Donc pareil, vous avez le support en PDF sur l'article que je vous ai partagé, que je vais vous partager à nouveau dans le chat. Et c'est celui-là dont je me sers, pardon, pour les dernières arrivées. Vous cliquez sur le lien, c'est celui-là dont je cause. Ok. Petit aparté, ça a un peu à voir, même si c'est pas trop lié au sujet. On a toujours des... Je sais pas si ça va vous intéresser, mais moi j'ai fait beaucoup de jeux de rôle dans les années 80 quand j'étais adolescent, entre 12 et 18 ans, on va dire. Donc vous savez, les jeux de rôle, c'est Donjons et Dragons, on lance des dés, on imagine je sais pas quoi. On imagine je sais pas quoi et on le raconte. J'ai toujours gardé en tête que je trouvais que les gens qui avaient fait du jeu de rôle et qui s'obligeaient à raconter ces mondes imaginaires ont forgé dans leur esprit une capacité spatiale de comprendre un monde, comment il fonctionne et le cheminement de l'histoire. Donc, je suis assez attentif aux gens qui ont fait des jeux de rôle ou pas. Je pense que involontairement, ça nous aide beaucoup à aborder les organisations, même si ça peut paraître débile aujourd'hui de raconter ça. Bon, désolé, c'était premier petit passage. Pourquoi est-ce que les histoires, c'est si important? Parce que, alors, c'est des on-dit, il y a des stats, il y a moultes études. Et on va vous expliquer que si vous êtes capable de raconter des histoires, vous allez mémoriser et vous allez transmettre beaucoup mieux les choses. Au-delà des études, on peut juste se dire que avant l'histoire, avant l'écriture, euh, eh ben, tout se transmettait par histoire. Vous savez, il y a cette vieille citation, je ne sais pas d'où elle vient d'ailleurs, africaine, qui dit, enfin, quand il y a un ancêtre du village qui meurt, c'est comme une bibliothèque qui brûle. C'est un truc assez récent, mais ça représente bien toute l'importance de la transmission et par histoire. Alors aujourd'hui, j'aborde pas les questions qui ont pu être abordées, par exemple, par Hervé Lejac pendant la School of PO de répétition 3 fois, etc., pour aider la mémorisation, mais ne serait-ce que l'histoire. Il se dit que vous retenez 22 fois plus, alors 22, 23, 21, je m'en fous, mais vous retenez beaucoup plus les histoires. Alors, donc imaginez-vous, je prends l'équipe des ingénieurs commerciaux de Binext et on se retrouve autour d'une table et habituellement on commence par se dire prendre déjà conscience du son de sa voix et de ce que l'on exprime. Alors il y a un petit atelier tout simple mais qui peut être rigolo à vivre, que l'on peut essayer de s'amuser à faire ensemble. On prend une phrase très banale, par exemple, bon maintenant, attendez je vais vous la copier, bon maintenant on se dit que l'on va essayer de le faire. Je le copie dans le chat. Je vous demande de... Vous savez tous manipuler le chat là dans le Meet? J'imagine que oui. Ce qui serait bien, c'est qu'il y ait une personne
qui prennent en... pardon, attendez, oups, 2 secondes que je me mette le bon... Vous regardez l'écran là, et l'idée de ce petit atelier, c'est que cette phrase, bon, maintenant on se dit que l'on va essayer de le faire, mais il y a une personne qui décide de la dire avec un ton. Voilà, comme exemple, j'ai donné la colère, l'angoisse, la peur, l'hésitation, l'affirmation, la détermination, etc. Elle ne dit pas ce que c'est le ton, elle se le note quelque part. Et les autres, là, dans le chat, vous vous amusez à dire le ton, avec un seul mot, vous donnez le ton que vous avez perçu. Qui est-ce qui a envie de jouer le jeu? Marie, je te vois que tu es connectée, je te propose d'essayer. Marie Hernandez. Tu peux allumer ta caméra et parler, comme ça t'apparaît à l'écran? Je t'entends pas, Marie. Faut que tu coupes Oui, ton... Pablo, c'est bon. Merci d'être là. Tu prends la phrase. Bon, maintenant, on se dit qu'on va essayer de le faire. Tu te notes dans un coin une tonalité, colère, angoisse, détermination, chantage, sournoiserie, ce que tu veux, et tu le dis. Et les autres dans le chat, tu ne regardes pas trop le chat, Marie, bah, tu le dis, hein. Et les autres dans le chat, vous me dites ce qu'elle a essayé de faire. Ok. Bon, maintenant on se dit qu'on va essayer de le faire. Alors, vous me dites un peu ce qu'elle dans le chat, ce que vous avez perçu. Ok. C'est ce que tu voulais, Marie, déterminer, directive, volontaire, décider? Yes, détermination, ouais. Ok. Donc ça va, c'est bien passé. Elle t'a pris un truc facile. Essaye de prendre... j'adore les pêches melba. Et tu mets un truc, voir derrière? Autre chose? Ok. J'adore les pêches melba. Bon, là, forcément, avec déterminé, c'était facile parce qu'on l'a cité avant et ça a pu partir dans tous les sens. Je veux pas m'étendre, c'est pas le but de ce meet-up, mais c'est juste un petit exercice assez rapide. Oui, Johan. Un petit atelier assez rapide et assez intéressant pour voir les variations que l'on peut donner. Là, il n'y a pas eu de variation très folle, même si entre enjouée, coquine, ironique, pensive et motivée, ben, il y a quand même des vraies différences. Et forcément, c'est pas le sujet là aujourd'hui, hein, mais je ne veux pas aborder la posture, le ton, etc. Mais c'est un tout petit atelier qui, pour démarrer, pour un petit échauffement, est assez intéressant. Et des fois, on a des vraies grosses surprises. Soit la personne qui parle et qui se dit, mais c'est pas du tout ça que j'ai voulu dire. Quand on adresse la peur, l'angoisse, des choses comme ça. Et de l'autre côté, des gens qui sont très surpris d'avoir entendu quelque chose de très différent. Bon, c'est pas mon sujet, mais comme petit échauffement, je voulais démarrer par attention déjà à vos silences, à votre posture, aux répétitions, au ton, etc., etc. Je vais prendre un point de départ pour cette explication sur à quoi je fais attention sur le storytelling. Et j'essaye d'utiliser le plus possible du storytelling dans tous les cas de figure, hein. Si je demande un peu à nos RH ou à nos ingénieurs commerciaux comment est-ce qu'ils présentent Binext, je vais partir d'un extrait d'une petite phrase. Ils disent Binext est une société innovante regroupant une communauté de spécialistes et de talents passionnés par l'innovation, les technologies et les nouvelles pratiques. Nous accompagnons nos clients aussi bien dans leur recherche d'innovation que de la mise en place de pratiques agiles. Qu'est-ce qu'on va commencer à modifier là-dedans? Bon, c'est un texte très écrit, mais ils sont censés dire ça à l'oral. J'ai pris ça dans un de leurs pense-bêtes. Ah, j'entends un bruit. Ok. Donc d'abord, on observe quels sont les ingrédients très classiques des histoires. Et dans quel ordre ils arrivent. On démarre une histoire en donnant le titre, le cœur du sujet. Voilà de quoi je vais parler. Donc le cœur du sujet. Okay, d'une façon assez succincte et assez claire. Il y a toujours sous-jacent à ça la fameuse citation d'Einstein, si vous n'êtes pas capable de l'expliquer à un enfant de 8 ans, c'est que vous ne savez pas ce que vous voulez dire, ou l'adage populaire, ce qui se conçoit clairement s'énonce simplement. Donc d'abord, vous dites le cœur de votre sujet. Ensuite, dans l'ordre que vous souhaitez, dans chaque histoire,
il y a des protagonistes et un décor. Donc vous devez poser le contexte. Qui on est en train de parler? De quel contexte? Si on oublie ces éléments-là, on ne se retrouve plus dans le cadre d'une histoire, on a des problèmes de transmission et on a des problèmes de mémorisation. On explique ensuite quel est le problème et quel est l'empêchement. Une histoire, c'est souvent une situation à un point A qui va à une situation à un point B et on a besoin de faire ce déplacement. Parce que le point A est devenu intenable, où le contexte a changé et fait qu'on ne peut pas rester au point A. Il y a un cheminement. C'est souvent un problème. Je fais référence, il y a une autre référence qui dit à peu près la même chose, mais qui est quand même aujourd'hui assez décriée, qui s'appelle le monomythe. Il y a, je ne sais plus comment il s'appelait le gars, qui a écrit la journée du héros. Je vous ai mis des liens. Là, je suis toujours sur le... Je vais vous le remettre au cas où vous ne l'avez pas. C'est l'article que j'ai qui m'aide en parallèle, que j'ai écrit en note. Campbell, je pense. Campbell. Donc, ça commence à être assez décrié, mais vous avez le cheminement classique du héros et il essaye de reprendre tous les anciens mythes pour étoffer son propos. Au passage, c'est ce dont s'est inspiré George Lucas pour Star Wars. Donc, vous pouvez aller le voir, c'est assez rigolo et vous pouvez vous amuser à faire l'analogie avec Star Wars. Quand il y a quelqu'un qui essaye quand il est un peu décrié, c'est parce qu'il est trop réducteur. Et finalement, quand il caricature le monomythe, il le réduit à le héros a un problème, le héros résout ses problèmes. En tout cas, dans une histoire, souvent, il y a un empêchement, un problème à résoudre. Il y a un cheminement d'un point A à un point B. On doit changer de lieu, de contexte. Il y a quelque chose qui doit changer. Il faut le décrire et il faut décrire le déclencheur. Pourquoi est-ce que soudainement, ce point A, ce point de départ, est devenu intenable? Pourquoi il n'est plus devenu supportable? Pourquoi il est devenu intolérable? Ok? Donc je recommence. On démarre par, très clairement, le cœur du sujet, énoncé simplement. On plante le décor et les protagonistes. On explique le problème ou l'empêchement. Et on explique pourquoi il est devenu intenable. Ensuite, on bascule sur les étapes. Donc, qu'est-ce qui se passe quand on va de ce point A à ce point B? On décrit les étapes. On va faire un focus là-dessus ensuite. Et on arrive à ce point B, il faut le décrire. C'est quoi la nouvelle situation? Et ils vécurent heureux et ils eurent plein d'enfants. Le point de départ de, Blanche-Neige, qu'est-ce qui est devenu insupportable? Qu'est-ce qui est devenu intenable? Ben mince, il y a une jeune princesse qui est devenue plus belle que moi. Clarette, c'est le point de départ de l'histoire. Ah ben du coup, les étapes, je vais la faire enfermer dans la forêt, enfin je vais la faire tuer dans la forêt, mais il se trouve qu'elle n'est pas tuée, etc., etc. D'accord? Si je m'essaye à ça, sur le petit texte de Binex que j'avais évoqué plus haut, qu'est-ce que ça pourrait être? Alors, quand on fait cet atelier, si on a vraiment du temps, pendant 2 heures, on se débrouille pour que chacun parte, arrive, raconte son histoire, vous prenez un sujet, je ne vais pas le faire là, je pense que ça va être compliqué en visio et puis dans un temps plus court comme on me le demande. Mais vous demandez aux gens de partir avec leur morceau. D'abord, vous leur demandez de raconter une histoire sur un sujet qui leur tient à cœur ou le thème que vous avez de la journée. Et puis après, vous leur donnez ces éléments, bloc par bloc, et ils essaient de les intégrer. Donc là, typiquement, je vais avoir 3-4 ingénieurs commerciaux, BizDev, comme on va dire, qui seront venus me voir en me disant Binex est une société innovante, tatata, et je leur donne cette liste d'éléments à injecter dedans. Donc ils pourraient revenir en disant je voulais vous parler de Binext et pourquoi nous sommes fiers de participer à cette aventure. Ça, c'est le cœur du sujet. Binext est né dans la tête de David, son fondateur, protagoniste. Okay, on incarne, avec des protagonistes, on incarne les choses. Donc les gens se projettent beaucoup plus. David dirigeait une entreprise somme toute classique d'un genre que l'on nomme ESN ou SS2I. Je plante le décor. Il dirigeait avant. Et chez qui souvent on dénigre l'avarice versus l'humanisme. Ça, c'est le problème. Pour David, c'est devenu intenable.
Donc, je vous décris le déclencheur. Il devait retrouver du sens dans ce qu'il entreprenait. Donc, c'est un autre déclencheur, mais intenable. Je dis que c'est devenu intenable. Le déclencheur, c'est que c'est devenu intenable. Il a besoin de sens dans ce qu'il entreprend. Il a ainsi tout quitté pour créer Binext. Courte description des étapes. Donc là, je ne creuse pas, je dis juste ça. Et là, je reprends la description de Binext, dont le sens premier est de rendre les humains meilleurs, nos Binexters, nos clients principalement. Dénouement. Aujourd'hui, c'est cette structure à laquelle j'appartiens avec bonheur dont j'ai envie de vous parler. Alors là, la façon que j'ai de raconter, elle est hachée par mes explications. Je vais essayer juste de recommencer. Je voulais vous parler de Binext et pourquoi nous sommes fiers de participer à cette aventure. Binext est né dans la tête de David, son fondateur. Bon, David dirigeait une entreprise avant, somme toute, assez classique, d'un genre qu'on nomme SNSS2I. Et souvent, dans ce genre d'entreprise, on dénigre l'avarice. Enfin, c'est l'avarice qui l'emporte sur l'humanisme. Donc pour David, c'est devenu intenable. Et vraiment, dans ce qu'il entreprend, il a besoin de retrouver du sens. Donc il a dû bouger. Et donc il a quitté cette entreprise pour créer Binext. Et donc le cœur de Binext, c'est rendre les humains meilleurs, donc principalement les Binexters et nos clients. Et aujourd'hui, c'est l'entreprise à laquelle j'appartiens avec bonheur et dont j'aimerais vous parler. D'accord ? Donc, je suis passé dans un mode beaucoup plus storytelling. En tout cas, il y a des choses dans lesquelles vous allez vous projeter, que vous allez accrocher plus. On continue. Dans mes lectures sur le storytelling, je suis tombé sur un truc assez intéressant. Vous voyez toujours mon écran ? Il y en a un qui allume son micro et qui me dise oui. 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 Ok. Merci. Et donc, je suis tombé sur un article en pareil 2013, très intéressant, sur les 22 règles du storytelling selon Pixar. Alors, je vous montre l'article original là, mais pour ceux qui sont que français, qui parlent que français, vous avez une traduction là. Et il y a 22 points, il me semble. Donc, dans ces 22 points, ils sont tous intéressants. Je fais une parenthèse qui n'a pas forcément à voir avec le storytelling, mais que je commence à évoquer régulièrement dans mon accompagnement. On admire un personnage plus pour son obstination que pour son succès, que pour ses succès. Ça, c'est quelque chose auquel je crois énormément, en fait. Ce qui fait la différence entre beaucoup de personnes, c'est leur persistance. Alors, c'est un peu opposé avec notre capacité d'adaptation, mais vous pouvez être persistant en vous adaptant constamment. Je ferme cette parenthèse. C'est le premier point, en tout cas, des bonnes histoires, du bon storytelling selon Pixar, c'est que ton héros, son obstination est plus importante que ses succès. Et je vous rappelle surtout ce 4e point qui était « Il était une fois, chaque jour, un jour, en raison d'eux, à cause d'eux, et finalement ». Et on retrouve un peu ce que je vous dis, planter le décor, il était une fois, qui, où. Les étapes, chaque jour, un jour, en raison d'eux, quel est le déclencheur, à cause d'eux, quel est le déclencheur, qu'est-ce qui est devenu intenable, et finalement, et ils vécurent heureux, et eurent de nombreux enfants. Donc on retrouve là, à nouveau, et vous allez le retrouver dans beaucoup de contes. Je vous rappelle, dans les contes, beaucoup la mémorisation et la transmission. Donc c'est ce qu'on cherche là. Hein, pourquoi est-ce que je fais ce petit atelier dans mon exemple avec les équipes commerciales de Binext ? Pour qu'ils transmettent ce qui est Binext et que la personne à qui ils parlent mémorise ce qui est Binext. Et vous noterez que dans Il était une fois, on arrive aussi à un jour, et après, et il fait ça, et il fait ci, et le dénouement. Et là, on fait un focus sur les étapes. Les étapes, il faut qu'elles soient, très prosaïquement, ce qu'on appelle SMART. Vous savez, cet acronyme qui dit spécifique, donc ça ne parle pas de tout, ça parle de ça, mesurable, ça a un certain temps, enfin, c'est une périphérie qui ne déborde pas trop, c'est assez focus, mesurable, quel est le... Hop là, ça y est, voilà, je l'ai écrit mais je l'oublie. Ah oui, j'ai oublié de mettre le A de SMART. Réaliste. Putain, j'ai oublié le A de SMART. Donc, réaliste. Je crois que c'est ambitieuse et atteignable. Atteignable.
Atteignable, c'est pas ambitieuse. Atteignable. Ambitieux, justement, c'est réaliste le R, et A, c'est atteignable. Donc, c'est quelque chose de possible, de focus, assez petit, possible. Et le T, bon, il y a plein de variations. Des fois, il y en a des gens qui vont vous dire, c'est time, avec une timeable en anglais, entre guillemets, time bound, c'est-à-dire, il n'y a pas un temps infini. Donc, ça va être très important que dans les étapes que vous racontez, ce soit des petites choses qui s'enchaînent, qui soient focus, qui ne partent pas dans tous les sens, qui ne soient pas irréalistes, qui soient atteignables et qui soient temporellement limités. On ne commence pas à raconter une histoire et tout d'un coup, on ouvre une porte sur un champ infini qui ne finit pas. Il y a des étapes très concrètes, elles sont concrètes, qui avancent régulièrement. Donc ça va être important de travailler ça dans votre storytelling. Donc je m'amuse à refaire celui de Binext. Je voulais vous parler de Binext et pourquoi nous sommes fiers de participer à cette aventure. Et ainsi, il a quitté Binext. Il en a défini les valeurs. Il s'est rapidement entouré d'un petit groupe de personnes servant de garde-fous. Ensemble, ils ont basé le fonctionnement autour d'un modèle très participatif. On a trouvé des locaux de plus en plus agréables. Ils ont mis un cadre fort sur l'accompagnement et l'apprentissage. Tatati, tatata. Vous avez le texte complet, mais bon, je ne vais pas vous seriner avec ça. Ça va vite vous gonfler. Donc, j'ai rajouté des étapes qui s'enchaînent de façon très concrète et qui se démarrent et qui finissent. On s'entoure d'un petit groupe de personnes, on crée un modèle participatif, on trouve des locaux de plus en plus agréables, on met un cadre fort sur l'accompagnement. J'aurais pu raconter d'autres choses, c'est ce que je décide de raconter. Ok, donc là déjà, après, il peut y avoir d'autres éléments que je n'ai pas écrits d'ailleurs dans l'article qui sont s'il y a un méchant, plus le méchant, je pourrais le rajouter, je me le note, plus le méchant est bon, plus l'histoire est bonne. plus l'empêchement, plus vous luttez contre l'empêchement ou ce qui est intenable, plus cet empêchement il est fort ou il est smart dans le sens intelligent, plus le fait que vous alliez au-delà, votre obstination, hein, on va revenir au point de Pixar, là, votre obstination, votre persistance à lutter contre ce méchant est d'autant plus remarquable. Okay, donc là, si je voulais accentuer ça, comme la création de Binext, c'est une aversion, quelque chose d'intenable chez David de ce qu'il a vécu auparavant, je pourrais mettre en évidence cette opposition-là. Mais bon, déjà avec ce cadre, vous avez quelque chose d'important dans les histoires, le cœur du sujet, décrire le décor, les protagonistes, placer un peu la scène, expliquer le problème, l'empêchement et pourquoi c'est devenu intenable, ce qui n'était pas du tout présent dans le texte initial, parcourir étape par étape concrète et décrire le dénouement. On continue. Je pense qu'il est important dans une histoire de donner des éléments, j'en ai déjà parlé pendant le... Non, j'en ai pas parlé, j'ai écrit un petit truc dessus. De donner des éléments d'authenticité. Parce que si vous donnez sans vouloir recevoir, hein, si vous donnez en voulant recevoir, c'est pervers, hein, mais si vous donnez, en tout cas, il est très possible que vous receviez. Qu'est-ce que ça veut dire donner? Alors, je prends un autre modèle pour discuter, enfin c'est un autre modèle que j'avais pris en exemple dans cet atelier, c'est la fenêtre de Johari. La fenêtre de Johari, c'est un cadran, hein, comme une fenêtre, avec 4 gros carreaux. Et en gros, il y a 4 espaces. Il y a ce qu'on appelle la zone publique. La zone publique, c'est ce que tout le monde sait. Normalement, on a tous connu pendant 2 mois les règles du confinement. Donc, si je discute avec quelqu'un, normalement, on connaît toutes les règles du confinement. Il y a ce qu'on appelle la zone cachée. Si je discute avec Marie, que j'ai fait intervenir juste avant du confinement, bon, il y a la zone publique. Marie et moi, nous connaissons les règles du confinement. Il y a la zone cachée. Bon, ben, Marie, elle ne sait pas que j'ai pris le vélo et j'ai été à plus d'1 kilomètre malgré les règles du confinement. C'est ce qui est connu de moi seul, la zone cachée. Et j'ai la zone aveugle. Je ne sais pas, du côté de Marie, certaines choses. On peut changer le sujet, mais je ne sais pas certaines choses liées. Si on est en train de discuter du confinement, tout le monde connaît les règles, et dans notre conversation, elle ne sait pas forcément ma zone cachée, et moi j'ai une zone aveugle vis-à-vis d'elle. Et il y a une 4e zone qui est la plus
importante peut-être, enfin en tout cas tout l'intérêt c'est d'essayer de creuser celle-ci, à mon avis. C'est la zone inconnue. C'est ce que ni moi ni Marie ne savons. Qu'est-ce que ça pourrait être? Ben, ça pourrait être que malgré tout, pendant le confinement, c'est pas le cas parce que bon, pour X raisons, on est à plusieurs centaines de kilomètres l'un de l'autre, a priori. Mais on pourrait se dire, ben, en fait, on allait acheter notre pain dans la même pharmacie, c'est confinement pharmacie, dans la même boulangerie, et on s'est rendu compte, pendant la conversation, tout d'un coup, cette zone inconnue, aveugle à nous deux, l'intérêt, ça serait de la rendre, de la découvrir. Parce que il se trouve que si je me rends compte que je vais dans la même pharmacie que Marie, ben peut-être que je vais pouvoir en profiter pour croiser Marie et lui dire bonjour, alors que le confinement m'empêche de la voir, par exemple. Ça va amener plein de choses que je recherche. Si je suis dans une relation commerciale, dans l'exemple que je prends là, ça serait intéressant de soulever cette zone inconnue pour en connaître plus. Comment est-ce que je fais pour atteindre cette zone? J'ai besoin de livrer des choses de ma zone cachée pour avoir plus de visibilité. Ça va peut-être déclencher le fait d'avoir plus de visibilité sur la zone aveugle de la personne, qui elle-même va être enclin à me délivrer des choses sur sa zone cachée à elle. Moi, je suis sa zone aveugle. Et on va se rendre compte qu'on a potentiellement des points de rencontre et on va ouvrir cette zone inconnue. Et ça amène plein de choses intéressantes. C'est, comme exemple, je vous ai donné, peut-être qu'on va se rendre compte qu'on est tous les deux fans de la même musique ou qu'on passe des vacances au même endroit sans le savoir ou d'autres choses. Et là, il y a plein de choses très intéressantes à sortir. Donc, quand je raconte l'histoire, et comme c'est souvent dans mon cadre de coaching, d'accompagnement, de management, de leadership, appelez ça comme vous voulez, pour amener des échanges et pour avancer dans la conversation, si moi j'introduis beaucoup d'authenticité et de vulnérabilité, je vais donner le moyen à mon interlocuteur de faire de même. Chez Binex, qu'est-ce que ça pourrait être dans le texte? Ben, j'aurais pu rajouter David dirige une entreprise somme toute classique d'un genre que l'on nomme ESN ou SS2I et chez qui souvent on dénigre l'avarice versus l'humanisme. Pour David, c'est devenu intenable. Attendez, j'étais trop... Ah ouais. Il devait retrouver du sens dans ce qu'il entreprenait et du plaisir. Et du plaisir. Sous ses airs de businessman, cela reste un rêveur épicurien. Je commence à donner des choses de la zone cachée. Et puis j'aurais pu rajouter, il s'est rapidement entouré d'un petit groupe de personnes servant de garde-fous, des coachs. Et les coachs, ça amène le chaos, ça remue, ça amène beaucoup de choses, même si ce n'est pas tous les jours facile. Bon, pareil, là je donne de la zone cachée et en plus avec de la vulnérabilité. Ça, c'est pas un travail de transmission, de mémorisation, c'est un travail d'ouverture pour permettre à l'autre de lui aussi ouvrir sa zone cachée et pour que, si vous voulez, notre trésor commun, c'est cette zone inconnue que personne ne voit et qu'on aurait en commun quand même. D'accord? Je vais assez vite finalement, ça va. Je vais aborder le dernier point. Ça va être une étape courte, sauf si on discute beaucoup derrière. On va voir. Rappelez-vous, idéalement, vous le faites en atelier et vous donnez les éléments un à un, et vous, un peu comme j'essaie de vous le montrer là, et vous prenez l'histoire et vous la racontez à chaque fois. Vous la faites raconter à chaque fois et ces éléments viennent s'ajouter. Il ne faut pas non plus qu'il y ait trop de choses, parce que sinon, on ne le mémorise pas. Mais là, il nous en reste un dernier et c'est bon. Et déjà, dès que vous introduisez la structure histoire, cœur du sujet, protagoniste, décor, problème, empêchement, pourquoi c'est devenu intenable, les étapes et le dénouement, ça change déjà beaucoup de choses. Vous le faites jouer. Idéalement, tiens, j'en profite, je vais le noter aussi. Attendez, il faut que je note le bon méchant. Et idéalement, quand vous faites des ateliers histoire, vous les faites enregistrer, filmer. Que les gens se voient filmer. Parce que je reviens un peu au petit échauffement. Tout d'un coup, ils perçoivent les choses très différemment. Ils voient leur rythme, ils voient leur pose, leur blanc, etc. Un dernier point que j'introduis dans cet atelier,
c'est l'utilisation des symboles et des métaphores. Ça, on en a déjà pas mal parlé avec le meet-up Clean Coaching. Ça aussi, la métaphore, ça nous permet d'être très concret, de parler à tout le monde. J'avais cité dans le bouquin Clean Coaching un livre qui s'appelle Des métaphores dans la tête de Lowley et Tompkins. Et dans ce livre, il distingue 3 types de langage, de types de langage. Il y a le langage sensoriel. Par exemple, ça me réchauffe le cœur et ça me... Alors, si je devais le prendre dans le cadre de Binext, aujourd'hui, c'est de cette structure à laquelle j'appartiens avec bonheur dont j'ai envie de vous parler. Bonheur, c'est pas sensoriel. Bonheur, c'est conceptuel. Il y a le langage conceptuel. Je me rends compte que j'ai des coquilles sur mon article. Langage conceptuel. Le bonheur, c'est un concept. Si j'avais voulu le faire sensoriel, donc conceptuel, sensoriel, ça aurait été cette entreprise qui me réchauffe le cœur et me donne le sourire. Oui, ça réchauffe le cœur, ça donne le sourire. Si j'avais voulu utiliser les symboles, c'est-à-dire des métaphores, j'aurais pu dire cette entreprise, c'est comme un grand manteau de fourrure qui me réchauffe et dont chaque poche recèle de surprises. Donc, on se rend compte avec les métaphores, ce que je disais pareil au Meetup Clean Coaching, c'est qu'en fait, c'est très concret. Quand on parle de bonheur, ça a un sens très différent dans la tête de tout le monde. Quand on parle de choses sensorielles, ça peut être aussi assez personnel. Bon, notre problème, c'est souvent d'être trop conceptuel. Le bonheur, ou c'est une entreprise systémique, ou c'est une entreprise, le chaos. Là, j'ai utilisé chaos. Tiens, j'aurais pu dans mon exemple changer chaos. Le chaos, c'est conceptuel. On pourra s'amuser à essayer de trouver autre chose que chaos. Là, je me suis amusé à changer bonheur, mais on aurait pu prendre chaos. Le chaos, ça va faire peut-être des choses différentes dans chacun de vos têtes et on ne va pas forcément parler le même langage. Si j'introduis des métaphores, des symboles, ça va devenir très concret pour tout le monde. Et si on a une conversation derrière, on va pouvoir avoir une vraie conversation. Ça va être beaucoup plus simple de discuter autour de ce manteau ou autour de... Qu'est-ce que j'ai pris comme exemple? Quel type de surprise vous avez? En tout cas, les métaphores vont amener du concret qui va parler à tout le monde. Donc là, au lieu de dire à la fin... attendez que je retrouve mon texte. Au lieu de dire à la fin, c'est une structure à laquelle j'appartiens avec bonheur, dont j'ai envie de vous parler, ben, on pourrait dire sensoriel, c'est une structure qui me réchauffe le cœur et qui me donne le sourire, mais on pourrait dire, encore mieux, à mes yeux, symbolique, c'est comme un grand manteau de fourrure qui me réchauffe et dont chaque poche recèle de surprises. J'ai parlé chaos, j'aurais pu dire... J'aurais pu dire c'est comme un château de sable et les coachs c'est un peu comme des vagues, ils n'hésitent pas à venir détruire des tours et on est obligé d'en reconstruire des différentes et à chaque fois qu'on reconstruit une tour, bah, ça nous permet d'avoir potentiellement de nouvelles idées ou d'améliorer les choses. Mais bon, c'est chiant aussi, comme je vous l'ai écrit, hein, c'est difficile parce qu'à chaque fois ils détruisent des tours, des fois volontairement, des fois involontairement. Ça va redevenir bien plus concret que parler de chaos. Donc, si j'essaye de résumer ça, moi, mon texte à la fin en exemple, ça serait, je voudrais vous parler de Binext, pourquoi nous sommes fiers de participer à cette aventure. C'est mon cœur de sujet. Binext est dans la tête de David, c'est son fondateur. Avant, il dirigeait une entreprise assez classique, qu'on appelle ESN ou SS2I. Et le problème dans ces entreprises, c'est que l'avarice l'emporte sur l'humanisme. Donc, pour David, c'est devenu intenable, parce qu'il a besoin de sens dans ce qu'il entreprend. Et puis de plaisir, parce que sous ses airs de businessman, c'est quand même un rêveur épicurien. Donc il a tout quitté pour créer Binext. Il en a défini les valeurs. On peut parler des valeurs si vous voulez. Il s'est rapidement entouré d'un petit groupe de personnes servant de garde-fous, des coachs. Bon, ça amène le chaos, hein, un peu comme un château de sable. Tout d'un coup, il y a les vagues qui arrivent, qui détruisent les tours de façon assez inattendue, et c'est assez frustrant, mais on est obligé d'en reconstruire. Et on les reconstruit à chaque fois avec des nouvelles idées, il y a des nouvelles choses, donc c'est aussi très intéressant. Ça remue, ça amène beaucoup de choses. Et donc, ils ont créé Binext.
ce petit groupe, ils ont basé le fonctionnement autour d'un modèle très participatif. On a trouvé des locaux de plus en plus agréables et on a fait un cadre assez fort basé sur l'accompagnement et l'apprentissage. Parce que notre sens premier, hein, c'est David cherche du sens. N'oubliez pas de rendre les humains meilleurs, notamment les binexters et le client. Aujourd'hui, c'est cette structure qui est pour moi comme un grand manteau de fourrure qui me réchauffe, mais dans chaque poche, je trouve des surprises dont j'ai envie de vous parler. Voilà, moi, ce que je vais rechercher, c'est toujours difficile de donner des exemples comme ça. C'est ce que je vais rechercher plutôt que Binex est une société innovante regroupant une communauté de spécialistes et de talents passionnés par l'innovation, les technologies, les nouvelles pratiques. Nous accompagnons nos clients aussi bien dans leur recherche d'innovation que dans la mise en place de pratiques plus agiles. Je peux avoir un texte plus long, hein, j'ai mis un autre exemple de texte plus long dessous. Et vous comprenez qu'il y a plein de choses qui vont vous parler différemment parce qu'elles sont plus concrètes, elles sont symboliques, métaphoriques. Il y a plein de choses que vous allez retenir beaucoup plus parce que c'est sous un format storytelling avec un début, une situation, quelque chose qui oblige cette situation à changer, des étapes assez concrètes et un dénouement. Et comme en plus j'aurais donné des éléments assez authentiques, bah oui, David, c'est aussi un épicurien, c'est pas rêveur en plus. Et les coachs, c'est pas toujours facile. Bon, ça, c'est pas forcément un secret, hein, que les coachs, c'est assez ingérable. C'est pas forcément une information cachée, mais à chaque fois que vous dites, bon, on a des coachs, hein, donc c'est assez ingérable, tout le monde dit ah oui, et hop, ils délivrent leur part de la lecture. Et tout d'un coup, il y a un échange bien plus authentique qui se met en œuvre. Donc voilà, finalement, j'ai été beaucoup plus rapidement que prévu. C'est peut-être un bien, c'est peut-être un mal. Est-ce qu'il y a des questions? Est-ce qu'il y a des commentaires? Est-ce qu'il y a... C'est une façon d'aborder le storytelling qui est un vaste sujet. Et qui pourrait être abordé de façon très différente. Mais juste avant les questions, si vous avez des questions ou des commentaires ou des compléments, ce que vous voulez, je vous encourage. Je suis très convaincu parce que je pense que j'essaie de les utiliser le plus souvent possible. On raconte une histoire, donc vous avez le format d'histoire, si vous voulez, il était une fois. Hein. On met de la vulnérabilité. Si vous ne mettez pas de vulnérabilité, vous n'êtes pas authentique. Si vous n'êtes pas authentique, vous n'aurez rien en retour, vous allez tomber sur de la froideur, et vous allez tomber sur du vide et de la sécheresse en face. Et si vous savez utiliser les métaphores, eh ben ça, c'est un effet magique. Parce que là, tout d'un coup, tout le monde peut s'approprier ce que vous êtes en train de dire. Voilà. Des questions, des commentaires, quelqu'un? Est-ce que tu as des conseils pour préparer une conversation de Johari? Tu peux me donner... Alors, moi, c'est compliqué parce que moi, je vous conseille au début, quand vous n'avez pas l'habitude, je vous conseille de travailler. Donc, de travailler vos conversations, vos interventions, vos speeches. Je vous conseille de regarder beaucoup les gens qui font des stand-up comédie pour le rythme, la prise de parole, les temps, les absences, les silences. Toutes les leçons de stand-up comédie sont très très bonnes. Ça, c'est dans un premier temps. Quand vous vous dites que vous commencez à maîtriser un peu les choses, il y a toujours un risque, c'est si vous vous mettez à travailler, il faut le travailler beaucoup ou très peu. Quand vous travaillez une conversation à venir, si vous avez besoin, il ne faut pas que ça devienne machiavélique. Hein, je ne parle pas d'aspect machiavélique, mais bien faire un entretien, bien faire une présentation, je ne sais quoi. Soit je le travaille très peu, soit je le travaille beaucoup, mais pas intermédiaire. Parce que sinon, c'est comme si j'enlevais tout le flux, toute l'énergie, tout le côté magique, si je le travaille un peu. Si je ne le travaille pas du tout, ben, la spontanéité porte de la magie. Et si je travaille beaucoup, ben, j'ai bien affûté la chose. Donc, du coup, je peux me permettre de la liberté qui ramène une forme de spontanéité. Ouais, voilà, Nicolas, il dit tester un grand nombre de fois. Voilà, voilà. Je vous dis, soit c'est beaucoup, soit quand vous avez maîtrisé un peu la chose, très peu ou beaucoup, mais pas intermédiaire. L'important, ça va être cette spontanéité, soit toute nouvelle, soit qui renaît, qui de nouveau présente, parce que vous avez une armature solide, parce que vous l'avez beaucoup travaillé.
si tu dois travailler la fenêtre de Johari, est-ce est-ce que tu sais est-ce que tu sais ce que tu as révélé de ta zone cachée à toi? Enfin, je ne te demande pas de le dire là, hein, puisque par définition, zone cachée, mais euh, ben, moi, je m'entraîne, enfin, je sais pas si c'est un entraînement, c'est plus une conviction. Je peux te répondre? Oui, vas-y, vas-y. Bah, justement, c'était ça mon Vas-y, vas-y. justement, c'était ça mon problème, c'était qu'est-ce que je dois dévoiler? Est-ce que je dois dévoiler des choses avec un objectif? En fait, Alors, je savais pas trop. dans, dans, dans Johari, on ne parle pas de vulnérabilité, on parle d'une zone cachée. Donc, tu dis des choses que la personne ne sait pas. Et tu vas peut-être découvrir des points communs qui vont vous permettre tous les deux de creuser cette zone inconnue, ça va ouvrir des portes. D'accord? Moi, je dis en plus, si vous pouvez intégrer la vulnérabilité, c'est encore plus un don que vous faites, puisque finalement, on ouvre une porte. Ben, je sais pas, il faut être convaincu qu'être vulnérable, c'est pas un problème, il faut intégrer cette conviction d'abord, puis après, enfin, je veux dire, à partir du moment où il n'y a pas de problème pour dire, bah, là, vraiment, enfin, je sais pas, moi, tu dis, je peux pas dire à l'avance quoi dire, hein, c'est très contextuel, mais faut pas Ok, hésiter à. Je ne sais pas comment te répondre. Faut savoir que il faut avoir peut-être cette fenêtre en tête et dire, euh, justement, moi j'aime bien raconter des choses. Moi j'attaque le biais par tiens, cette personne ne s'attendrait pas à dire ça parce que les gens n'ont pas l'habitude qu'on donne de la vulnérabilité ou mm, qu'on mette en évidence des défauts ou qu'on mette en évidence. Allons-y. ok, Mais non, je sais pas t'en dire plus. Si quelqu'un a une proposition à faire à Gwen, qu'il n'hésite pas. merci. Moi, j'ai une question sur la métaphore. Oui. Comment bien manier la métaphore et s'assurer qu'elle soit bien comprise, parce qu'on fait appel à l'imaginaire et on n'a pas tous forcément le même imaginaire et les mêmes références. Je sais Ah pas, oui. par exemple, c'est comme un samedi soir sur les Champs-Élysées. Bah, ça dépend si en face de Non, toi, très la bien. Alors, personne, est-ce que ça coule ou pas, ou qu'elle en a un mauvais souvenir. Enfin, c'est quoi un samedi soir sur les Champs-Élysées finalement? ok, mais en fait, c'est que du conceptuel, ça. Et très bien, j'ai oublié de vous dire une chose qui est écrite dans mon article de mémoire et que j'avais évoqué au Clean Coaching. Ta métaphore, elle va être bien si elle est VACOG. VACOG, c'est un acronyme pour dire visuel, auditif, kinesthésique, hein, le toucher, tout ce que tu touches, l'odorat ou le goût. Moi, samedi soir sur les Champs-Élysées, j'ai rien de tout ça. Sauf si tu me dis, c'était un samedi soir très sombre sur les pavés mouillés. Mais Champs-Élysées, c'est conceptuel. Tu peux l'enlever. Mais tu peux le mettre. Mais tu vois, ce qui va compter, c'est les pavés mouillés et très sombres. Ok. Donc, mettre des adjectifs en fait pour Non, donner. mettre des sens. VACOG, visuel, auditif, kinesthésique, odorat et goût. Ok. Là, si Mais tu... là, le manteau de fourrure, par exemple, Un manteau quelqu'un de pourrait fourrure. trouver ça atroce, un manteau de fourrure, tu vois. Enfin, c'est comment tu t'assures que c'est vu comme quelque chose qui est rassurant et tu t'adresses à un écureuil, à un manteau de fourrure pour lui, c'est pas du tout rassurant, quoi. Tu t'adresses à Par quoi? exemple, si tu t'adresses à un écureuil, enfin, c'est une image, mais si tu Non, mais, parles à un écureuil ou à un euh, mouton et que tu lui parles d'un manteau de fourrure, lui, il oui, va mais voir ça. je parle réellement aux écureuils et aux moutons. Mais oui, un vegan. Mais en tout cas, c'est concret pour lui. Peu importe, c'est concret. Moi, ce que je cherche à avoir, c'est qu'on puisse avoir des échanges. Et, parce que si je lui dis, c'est une entreprise qui m'amène le bonheur, il ne sait pas. Mais si je lui dis, c'est une entreprise qui est comme un moto de fourrure, il va me dire, bah oui, mais après on va revenir dans l'entraînement et on va revenir sur les feedbacks et on va s'en rendre compte. Mais, mais je peux lui dire, mais au moins il y a une conversation concrète, il y a un échange qui est possible, parce que tout d'un coup, dans la métaphore, c'est du revu sur du concret. Un samedi soir aux Champs-Élysées, c'est pas concret. Une chimère, c'est pas concret. La dernière fois, tu nous parlais d'une chimère, mais on te l'a fait dessiner, Aurore. Et donc, on a vu
un corps comme ça, avec une patte comme ça, et c'est redevenu kinesthésique, touché et visuel, en fait. Ok. Oui, donc pas confondre la métaphore et le concept, c'est peut-être ça, et le conceptuel. Parce Oui, que là, il y a oui, ça n'a rien à voir. Mais je ne suis pas en train de vous dire que oui, et pour répondre à Sarah qui s'emballe, je ne suis pas en train de vous dire la métaphore va toujours passer des bons messages. Non, mais la métaphore va être concrète et on va pouvoir en discuter. Peut-être que le bonheur, pour moi, c'était un manteau de fourrure, mais c'est parce que j'ai dit manteau. Enfin, là tout d'un coup, la discussion est partie. Le vegan sous-entend Aurore et outré. On va pas parler des végans parce que sinon, c'est moi qui vais m'énerver. Mais euh, donc, la métaphore, rappelez-vous, enfin moi, c'est un truc qui m'a marqué dans la métaphore, parce qu'effectivement, j'arrivais pas nécessairement à choper ça, ce VACOC, ça vient du suivi que j'ai eu en clean coaching. J'arrivais pas forcément à rebondir sur la bonne métaphore. La bonne métaphore, c'est celle qui fait appel à un sens. Donc, des poches pleines de surprises, tu sens que tu mets la main dans des poches et tu ressors quelque chose. C'est du toucher. Ok. Même si j'aurais pu rajouter encore des choses. Comment favoriser Attends, il faut que j'ouvre le chat. Après, je ne sais pas si je vais savoir répondre à toutes ces questions. Susciter l'échange. Comment favoriser l'interaction, susciter l'échange pour impliquer l'autre, mais sans perdre la main sur le déroulé de son histoire. Je ne sais pas si, je sais pas si l'histoire appelle une interaction au moment de l'histoire. Je ne crois pas trop. Mon instinct me dit que non. L'histoire, elle se raconte, et puis après, on a un échange. J'ai pas envie que l'autre mette plein d'interactions au milieu de mon histoire. Moi, dans l'histoire, je vois plutôt la vieille chamane indienne près du feu avec la tribu autour, où je vois le ménestrel toujours du feu auprès de la cheminée dans le château, et après il y a un échange où après les gens parlent, où je vois le conteur qui n'est pas interrompu. Donc je ne cherche pas je cherche l'interaction a posteriori. Enfin, je recommence. Par l'histoire, je cherche la mémorisation et la transmission. Par la fenêtre de Johari, j'essaie de découvrir des espaces, de la terra incognita, des espaces non connus. En me livrant moi, j'ai conscience que je vais potentiellement aider l'autre à se livrer et on va peut-être trouver des espaces en commun inattendus. Et avec les métaphores, je donne des éléments assez concrets pour faciliter encore la mémorisation et la transmission et pour faire un échange ou des interactions après. D'accord? Donc je ne pense pas non plus que l'histoire doive durer 1 heure. Hein. Là, je vous parle d'un petit texte d'introduction de 5 minutes. Et pour revenir sur le manteau de fourrure et les véganes, je pourrais vous citer Oscar Wilde qui va dire c'est mieux une mauvaise pub que pas de pub. Ouais, la personne, en tout cas, elle va se rappeler que je l'ai choqué avec le manteau de fourrure. Au passage, c'est un autre sujet, mais bon. Autodérision, si c'est de la vulnérabilité, oui, l'autodérision. L'autodérision, ça appelle le rire. Je sais pas répondre théoriquement, mais j'ai vu des conteurs qui faisaient rire dans leurs histoires. Donc tout dépend de ce que tu veux transmettre, mais je vois pas de contre-indication. C'est sûr que si tu veux associer, là dans mon exemple d'histoire finalement pour des ingénieurs commerciaux, si j'associe Binext au rire, c'est pas ce que je vais rechercher nécessairement, mais j'ai pas de réponse académique, mais je vois pas de problème au rire dans l'histoire. Mais j'en sais rien, j'ai pas de fond théorique là-dessus, donc si quelqu'un veut intervenir, qu'il n'hésite pas. Attendez, il y a d'autres choses dessous que je réussis pas à lire. Ok, j'ai souvent senti mettre un robot quand je présente le coaching à un client en entretien. Ah, je pense que l'histoire, il faut la prendre tout le temps. Ah, alors, si je reviens à l'article de Pixar, dès que vous racontez un truc, vous le faites sous forme d'histoire. Ah oui. Mais le storytelling, ça ne veut pas dire qu'on...
l'histoire, ça ne veut pas dire qu'on raconte des choses inventées ou c'est le format. Oui, donc si tu dis, je ne sais pas quel serait le point A au point B, quel serait, oui, histoire, déclencheur, qu'est-ce qui est devenu intenable, pourquoi tu bascules dans le coaching, ou pourquoi tu vois le coaching comme ça, ou pourquoi tu es venu te présenter à cette personne comme ça. Le storytelling, c'est une des choses les plus ancestrales que l'on ait. Je pense qu'il est bien partout. L'utilisation des histoires et de la métaphore. Ouais, je pense que c'est bien. Oui, les PO, les PM. La question, pour ceux qui ont juste l'audio, pour toi, Pablo, le savoir-faire autour du storytelling est-il nécessaire pour les CEO, CPO, PMPO? Oui, je pense. Ouais, mais là, c'est peut-être juste mon inclinaison personnelle. J'adore le storytelling et j'adore la métaphore. Donc, à minima, l'un des deux. Si vous pouvez mêler les deux, c'est parfait. Enfin, à mes yeux. Essayez d'observer autour de vous à quoi vous êtes sensible ou pas et essayez. Faites des tests AB, tiens. faites des AB tests. Ariane, fais un AB test sur ta presse et au revoir, merci. Fais un AB test sur ta presse et regarde. Mais oui, pour moi, c'est fondamental. D'autres questions? On arrête là, on continue? Attendez, j'oublie, j'ai le scroll. Alors, j'ai pas la date du meet-up de Dragauche. Je sais pas si tu l'as, toi, Aurore. Je vois que tu envoies sur le prochain meet-up. Ah non, le prochain. J'ai vu qu'on en faisait. Yes, c'est pas confirmé avec le prochain, donc c'est quoi? jeudi prochain, c'est férié. C'est férié. C'est le Oui. jeudi de l'Ascension. Donc le prochain Oui. meet-up confinement, les meet-up confinement continuent. Et le prochain, ce sera le 28 mai, jeudi 28 mai. Et avec, j'espère, Dragauche. On va le Voilà. tanner pour qu'il vienne nous parler de Beyond Budgeting à tout prix. Voilà. Ok. Bon, je vous remercie d'avoir été là. Ouais, je vous ai mis le lien pour. Excuse-moi, Pablo. Je vous ai mis le lien pour Oui. vous inscrire. Comme ça, je pourrais vous envoyer un mail avec le sujet du prochain meet-up en espérant que c'est Dragauche ou un autre sujet qui vous intéressera peut-être. Donc, n'hésitez pas à vous inscrire. Comme ça, je pourrais vous envoyer ce mail. Oui, Nicolas, Voilà. je vois ton commentaire. Oui, il y a aussi beaucoup ce qu'on appelle les neurones miroirs. Il y a beaucoup de gens depuis 10-15 ans qui s'intéressent aux neurones miroirs. Donc, en fait, quand tu vois quelqu'un qui se sert un verre d'eau, toi, tes neurones, elles font le même geste, elles font très miroir avec ce qu'il est en train de faire. Ça peut être d'ailleurs un des effets du rire. Tu vois quelqu'un qui se casse la gueule dans la rue, une grande dame très noble, ou un grand monsieur très noble, un grand monsieur avec un manteau de fourrure qui se casse la gueule dans la rue. Toi, tu t'étais projeté avec tes neurones miroirs à ce qu'il marche normalement, et tout d'un coup, toute cette énergie, elle l'a plus parce qu'il s'est cassé la gueule, et tu la balances dans le rire. Donc, en tout cas, oui, dans les histoires, on se projette, on se met à la place d'eux, et donc ça devient un usage presque. Enfin, ça nous aide beaucoup. Donc oui, PO, on est d'accord, PO, PM, c'est très important les histoires. Ok, merci à tous. À une prochaine fois. Donc là, les jeudis, ça continue avec d'autres et mon ego fera que j'en reproposerai. Ne vous inquiétez pas. Merci. Ah, bon, chouette. À bientôt. Merci, Pablo. Merci à tous. Merci à vous. Merci, Pablo. Bon après-midi. Merci. À bientôt. Yes, merci, Pablo. Ciao. Merci, au revoir. Ah, le banjo. Attends, mais si je me lève trop, on va voir le pyjama surtout. Tu le vois là, le banjo? Ah ben, j'ai bien fait de partir. Attendez 2 secondes que je... Et pourquoi il joue du banjo? Bon, allez, voilà. Merci. Merci les écureuils, au revoir. Salut.